Merci d'avoir posé des questions qui commencent enfin à friser un peu la polémique. Alors sur la féminisation, d'abord je vais vous décevoir parce que mon ton est peut-être un peu semble attristé, mais je ne m'attriste pas du tout de la féminisation, je la constate. Mon épouse qui est juste à côté de vous a été avocat, a été magistrat et maintenant membre de la juridiction administrative, et vous c'est une femme. J'ai deux filles, l'une est avocat, l'autre est membre du Conseil d'État. La magistrature se féminise, le barreau aussi, mais les professions médicales également. Alors pourquoi? La première raison, c'est que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. La deuxième raison... Non, c'est pas... Comment croyez-vous qu'il a été élu bâtonnier, hein? La deuxième raison, c'est qu'elles sont plus travailleuses que les hommes. Oui, ça c'est sûr. La troisième raison, c'est qu'effectivement, ces professions permettent parfois de conjuguer plus harmonieusement que d'autres la vie familiale et la vie professionnelle. Mais, je me souviens d'un jour, pendant mon bâtonnat, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, où j'ai eu une réunion, et j'arrive à la deuxième question presque, la troisième, mais je n'oublie pas la deuxième. Une réunion des avocats du droit de la famille, dans les chambres dites familiales. Je suis arrivé, j'étais le seul homme au milieu de 80 magistrats et avocats, toutes des femmes, brillantes, travailleuses, etc. Mais je comprends l'étonnement de la personne qui a posé la question numéro 3, lorsque un avocat, quel que soit son sexe, sous la robe, il n'y a pas de sexe, un avocat va défendre un homme dans une histoire de divorce, arrive devant une chambre familiale composée d'un président femme, d'un premier assesseur femme, d'un deuxième assesseur femme, lorsqu'on a la chance d'avoir 3 magistrats, un greffier femme, et un représentant du parquet femme, et un adversaire qui défend la femme, qui est également une femme avocat, ben, je peux vous dire que l'avocat de sexe masculin se sent un peu seul. Et que s'il a fallu défendre les femmes dans une certaine situation, notamment dans ces situations de rupture de lien conjugal très difficiles, maintenant, on est obligé de faire attention à ne pas entrer dans un monde qui soit, je ne dis pas exclusivement féminin, mais qui soit exclusivement d'un sexe. Vous savez que les Américains n'osent plus dire le mot sexe parce qu'à lui-même il est incorrect, il faut dire genre. D'un genre entièrement féminin, comme il était auparavant d'une manière anormale, entièrement masculin. Mais je ne le déplore pas, je le constate. L'on a vu même, vous le savez, les femmes accéder aux plus hautes fonctions de la magistrature, mais il y a peut-être un reflux parce qu'il y a maintenant au moins 2 femmes présidentes de chambre de la Cour de cassation, il y a eu une femme premier président de la Cour de cassation, il n'y a pas encore une femme procureure générale près de la Cour de cassation, mais ça viendra peut-être. Ce mouvement de féminisation touche les professions judiciaires, les professions de service, les professions de santé. C'est le mouvement de la société, des sociétés occidentales avancées, dirais-je. C'est pas exactement la même chose en Iran ou en Afghanistan. Alors, je viens à la deuxième question. Cher monsieur, pardonnez-moi de vous dire que vous vous trompez. Lorsqu'un client a un litige avec un avocat, ça n'est pas nécessairement le bâtonnier qui tranche. Il ne tranche, et en première instance, qu'en matière de litige d'honoraires. Vous aviez peut-être oublié de le préciser. Et dans ce cas, lorsque le bâtonnier ou ses délégués, car à Paris, ce n'est pas le bâtonnier lui-même, mais c'est des dizaines de délégués qui le font pour lui, a tranché le litige d'honoraires en première instance, l'appel est fait devant la cour d'appel, et pas n'importe laquelle, devant la première chambre, une section spéciale, pas une section spéciale, on va dire ça, une formation particulière, de la première chambre de la cour d'appel de Paris, en l'espèce, et des premières cours d'appel, des premières chambres des cours d'appel de province. En revanche, lorsqu'un client se plaint d'un avocat et veut mettre en jeu sa responsabilité professionnelle, car cela arrive, comme on met en jeu la responsabilité professionnelle des médecins ou des architectes, eh bien c'est le tribunal de grande instance qui est compétent, dans les conditions de droit commun. Donc soyez rassurés, dans le cas des honoraires,
le bâtonnier n'est juge que première instance et ses décisions sont très souvent, la plupart du temps, majoritairement confirmées par la Cour. Et en matière de responsabilité professionnelle, les avocats sont soumis au même régime que les autres citoyens. Et je vais maintenant laisser la parole à mon collègue de ce côté-là pour évoquer les problèmes du juge d'instruction. D'accord ? Un petit mot simplement sur la féminisation dans la magistrature. Alors, pour nous, enfin, j'ai envie de dire, mais vous allez dire que c'est un manque de lucidité, ça ne pose pas de problème, en tout cas entre collègues, entre magistrats, dans les juridictions, bien entendu, si ce n'est que les présidents ou procureurs râlent en général à raison des congés de maternité de leurs jeunes substituts ou de leurs jeunes juges. Mais bon, ça c'est comme dans toutes les professions. Il faut un petit peu aussi distinguer la féminisation en fonction des fonctions exercées dans la magistrature. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes magistrats qui sortent au parquet, qui sont des jeunes substituts qui sortent de l'école, qui sont plutôt des professions masculines à raison des contraintes familiales qui pèsent, notamment les permanences, des choses comme ça, qui rendent parfois les choses compliquées avec une vie familiale. Donc c'est à nuancer en fonction des fonctions, mais c'est vrai que souvent les jeunes collègues sont affectés dans les tribunaux de grande instance dans des chambres, dans des fonctions familiales ou des fonctions civiles ou correctionnelles. Sur le juge d'instruction, alors nous, si par rapport à ce que vous disiez, madame, c'est vrai qu'il y a eu des dysfonctionnements qu'on peut pointer par la presse sur les juges d'instruction, j'en conviens. Et je crois que la commission parlementaire d'Outreau a fait quand même un bon travail à adopter, quels que soient les clivages politiques, quels que soient les clivages professionnels, avocats, magistrats, sur la réflexion du sort qui devait être fait aux juges d'instruction après l'affaire d'Outreau. Ça a été un travail difficile. Les magistrats ont eu du mal aussi à se remettre en question, mais je crois qu'ils l'ont fait, pour la plupart dans le corps. Ça a été un travail de remise en cause des pratiques professionnelles, un certain nombre de choses qui pouvaient être choquantes, c'est vrai. Et les avocats aussi, pour certaines manières, il y a eu la problématique aussi des experts, qui a été posée par le fait. Et si vous voulez, ce que nous regrettons, c'est que les conséquences de cette réflexion collective assez passionnante et assez productive se sont concrétisées dans une loi qui est la loi dite Clément du 5 mars 2007. Cette loi commence à peine à rentrer en vigueur, puisqu'on a créé des pôles de l'instruction qui favorisent le travail des juges d'instruction collectivement. Et ça commence à se mettre en place et ça fonctionne bien. Et au moment où ça commence à se mettre en place, et au moment où l'État a engagé des frais pour mettre en place ces nouvelles procédures de travail collectif, patatras, le président de la République met à néant cette procédure d'instruction, sans laisser le temps, si vous voulez, à tout le monde de voir comment fonctionne la réforme qui a été adoptée il n'y a même pas 2 ans. Donc ça nous paraît être quelque chose de totalement hallucinant, qui malheureusement nous pose des questions sur les arrière-pensées de l'annonce de suppression du juge d'instruction, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors il faut savoir autre chose, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui avaient le juge d'instruction en Europe qui l'ont supprimé. Par exemple l'Italie, la Suisse s'apprête à supprimer le juge d'instruction, l'Autriche s'apprête à supprimer le juge d'instruction, mais l'Autriche, par exemple, nous le savons par nos collègues européens, regrette la disparition du juge d'instruction, la réforme mise en place ne fonctionne pas. Les Italiens aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur la suppression du juge d'instruction en Italie. Parce que la contrepartie, si on veut supprimer le juge d'instruction, c'est qu'il faut rendre indépendant l'autorité de poursuite pour éviter les pressions politiques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc ce que je vais vous dire, c'est que on fonctionne beaucoup à l'heure actuelle, et nous, c'est ce que nous déplorons, syndicats de magistrats, dans une sorte de politique de communication permanente de réforme concernant la justice, sans qu'on se donne le temps de se poser et de réfléchir à ce qui a été décidé, de voir si ça fonctionne. On est en permanence dans un mouvement incessant de réforme, à peu près la procédure pénale, par exemple, en ce moment, en France, est réformée en moyenne tous les 6 mois. Alors, si vous voulez, les magistrats, les professionnels de la justice sont pris dans un tourbillon qui fait que plus personne ne sait, au moment où on statue, quel est le texte applicable. Ça arrive pour les avocats, pour les magistrats. Donc nous, ce que nous demandons, c'est de la sérénité et une pause dans les réformes législatives, en attendant de voir si ce qui a été décidé fonctionne ou pas. Et le juge d'instruction, ça s'inscrit dans ce cadre-là.